Et c'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours évidemment participer via les réseaux sociaux. Plus de 70 morts hier dans le Sinaï, des attaques revendiquées par la branche égyptienne de l'organisation de l'État islamique. Les autorités égyptiennes parlent aujourd'hui de guerre dans le Sinaï. Ces attaques interviennent alors que cela fait 2 ans maintenant que le président égyptien, l'islamiste Mohamed Morsi, a été destitué. Et ce jeudi, le gouvernement égyptien a décidé de prendre des mesures pour mener cette guerre. Il a voté des lois antiterroristes. L'Égypte est-elle en guerre? Cette guerre est-elle en train de consolider ce qui serait peut-être une dictature militaire? On va en parler avec nos invités. Avec vous, Robert Solé, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur de Sadat et c'est aux éditions Perrin. Et puis nous sommes en duplex de Bruxelles avec vous, Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes président de l'European Strategic Intelligence and Security Center, spécialiste du terrorisme. Robert Solé, on peut dire ce soir que l'Égypte est en guerre? L'Égypte est en guerre dans le Sinaï. Dans le Sinaï, c'est-à-dire une zone à l'écart, une zone qui avait échappé à l'Égypte puisqu'elle était occupée par Israël. Elle a été restituée à l'Égypte en 1982. C'est une zone désertique, une zone très accidentée, très peu peuplée, très difficile à contrôler, d'autant plus difficile à contrôler que, selon l'accord, le traité de paix israélo-égyptien, c'est en principe une zone largement démilitarisée. Simplement, les Israéliens sont en train d'autoriser les Égyptiens à faire entrer dans le Sinaï des armes lourdes. Là, on a vu des F-16 entrer en action, des hélicoptères Apache, etc. Il y a visiblement, entre Égyptiens et Israéliens, une collaboration contre l'État islamique. Donc, pour répondre à votre question, il y a effectivement une guerre contre l'État islamique dans le Sinaï. Dans le Sinaï, mais également des violences, on va quand même le rappeler à nos téléspectateurs, au Caire. On a vu donc ce procureur qui a été assassiné. Et puis le lendemain, la riposte des autorités égyptiennes qui ont fait une descente dans un appartement dans la banlieue ouest du Caire et où 9 islamistes présumés ont été tués, sans compter quand même les attentats qui sont de plus en plus nombreux dans la capitale égyptienne même. Claude Moniquet, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce groupe Ansar Beit al-Maqders qui serait donc la branche égyptienne de l'organisation de l'État islamique? De qui s'agit-il? En fait, c'est la branche égyptienne de l'État islamique, ou peut-être une branche de l'État islamique, puisque d'autres organisations pourraient être également assez proches de l'État islamique. Beit al-Maqdis, qu'on appelle aujourd'hui Vilayat Sinaï, c'est un groupe qui est né il y a 2 ans à peu près, qui a été au début un groupe qu'on a assez peu remarqué et puis qui très très vite est monté en puissance. Et on a vu dans l'attaque qui a eu lieu cette semaine et qui a effectivement coûté la vie à plusieurs dizaines de soldats, de soldats et de civils apparemment, selon les bilans à la fois d'organisations médicales et de médias égyptiens étrangers. On a vu cette organisation capable de mettre sur pied, en tout cas de mettre en œuvre quasiment une petite armée ou disons un petit bataillon. On parle de 300 attaquants, on parle de véhicules blindés, on parle d'armement antiaérien. Certaines sources disent même, mais elles ne sont pas confirmées, qu'un hélicoptère égyptien aurait été touché par un missile tiré par ces hommes. Donc on est en face d'une organisation qui aujourd'hui, sans doute en bénéficiant d'armes venues de Libye, très certainement en bénéficiant d'armes venues de Libye, mais aussi d'armes prises aux forces égyptiennes, d'une organisation qui est vraiment capable de défier la puissance et l'autorité du gouvernement égyptien dans le Sinaï. Robert Solé, ce groupe, Ansar Beit al-Maqders, affirme se venger de la répression des frères musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité également du pouvoir égyptien qui, en effet, mène la guerre aussi contre les frères musulmans? On a vu toutes ces condamnations à mort, plus de 800 frères musulmans jugés, condamnés à mort. Alors, il y a évidemment des relations. De cause à effet, oui. Il y a des relations. Cela dit, l'État islamique, son souci, ce n'est pas la défense des droits de l'homme. Son problème, ce n'est pas la défense des droits de l'homme. Il s'en fiche éperdument. Et encore moins des droits de la femme, si je puis me permettre un jeu de mots léger. Cela dit, il ne cherche pas du tout. Il est un allié objectif, si vous voulez, des frères musulmans. Il vient un peu à leur secours, mais c'est un prétexte. Son but, c'est l'institution, comme il le dit lui-même, d'un État islamique. Et un État islamique, pas seulement dans le Sinaï. Aujourd'hui, cette province du Sinaï est en train de menacer le Hamas palestinien. Le Hamas palestinien qui est un enfant des frères musulmans.
et qui est aujourd'hui très isolé, puisqu'il a perdu les frères musulmans en Égypte, il a perdu la Syrie, puisqu'il est désormais contre Assad, il a perdu l'Iran, il a eu un Gaza qui est à moitié démoli depuis la guerre contre Israël, donc le Hamas très affaibli se trouve en but aujourd'hui à l'État islamique, qui lui reproche de ne pas être assez musulman. Vous voyez que ça devient très compliqué. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le Hamas se rapproche d'Al-Sisi. On le sait, hein, il y aura eu des accords qui auraient été passés, notamment pour la réouverture de Rafah, qui depuis a été fermée. C'est que les deux collaboreraient même. Voilà. C'était inimaginable oui, il y a peu encore. Parce qu'il y a cet État le islamique. Même ennemi, finalement. Parce qu'il y a cet État islamique. Cela dit, l'État islamique recrute dans le Sinaï parmi les tribus bédouines, qui ont été depuis très longtemps malmenées par le pouvoir égyptien, humiliées, persécutées, et il recrute aussi chez des islamistes, alors des frères musulmans radicaux, qui sont en train de se radicaliser depuis la répression en Égypte, et qui sont en train probablement de rejoindre les rangs de l'État islamique. Claude Moniquet, je vais vous poser la même question qu'à Robert Solé. Est-ce que vous pensez malgré tout qu'il y a une responsabilité du pouvoir égyptien et même plus largement de la communauté internationale qui ferme les yeux sur cette répression en Égypte, où vous diriez, comme Robert Solé, que l'organisation de l'État islamique, la répression des frères musulmans, c'est vraiment pas son problème, hein? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Solé a dit. Il est très clair que les gens de l'État islamique auraient beaucoup de mal à se faire passer pour la Ligue des droits de l'homme ou pour un quelconque défenseur des droits. C'est une organisation terroriste qui est sans doute aujourd'hui, à ce jour, la plus cruelle que nous ayons vu agir depuis de nombreuses années, depuis au moins 20 ans. Maintenant, évidemment, la répression des frères musulmans a créé un terreau favorable. Et là, le gouvernement égyptien se trouve dans une situation qui est extrêmement complexe parce qu'on peut comprendre, je ne lui jetterai pas la pierre, on peut comprendre que le gouvernement égyptien, et en l'occurrence l'armée égyptienne, ait décidé de mettre fin à l'expérience des frères musulmans, l'expérience de pouvoir des frères musulmans, parce que celle-ci a été catastrophique. La sécurité n'a pas été rétablie, l'ordre public n'a pas été établi, et les caisses de l'État ont été vidées. Au moment où l'armée a repris les choses en main, il restait quelques jours de réserve de devises dans les caisses égyptiennes. Donc il fallait agir. Le problème, effectivement, c'est qu'en agissant, l'armée a coupé toute possibilité d'action politique des islamistes, en l'occurrence des frères musulmans, et que dès lors, effectivement, voyant cette porte se fermer, les frères musulmans qui pendant très longtemps n'ont pas eu recours au terrorisme, même si le Hamas, effectivement, était une branche des frères musulmans, mais ils n'avaient pas recours au terrorisme en Égypte, depuis en tout cas des dizaines d'années, une partie des frères musulmans peut aujourd'hui être tentée de se radicaliser encore davantage et de se tourner vers la lutte armée. Et la lutte armée aujourd'hui dans le monde islamique, est représentée, est incarnée par une organisation gagnante qui est très clairement l'État islamique. Ouais, donc ce n'est pas une erreur quand même, Robert Solé, même s'il est d'accord avec vous, Claude Moniquet, en disant qu'en effet l'organisation de l'État islamique, les droits de l'homme, ce n'est pas son souci, mais avec cette répression-là, on pousse peut-être des frères musulmans qui n'étaient pas dans le terrorisme et peut-être dans les bras de l'organisation de l'État islamique. Pour moi, ce sont deux sujets différents, si vous voulez. Il y a l'État islamique et puis ensuite on peut discuter effectivement de la politique de Sisi, qui est très contestable dans cette répression. On attendait un geste de clémence. Il y a eu un geste de clémence. Il a libéré un certain nombre de militants. Parce qu'il n'y a pas que des frères musulmans en prison, il y a aussi des militants laïcs. Oui. Il a libéré un certain nombre de jeunes, mais on s'aperçoit que la plupart de ces jeunes ne sont pas des militants laïcs. Donc on attend encore un geste de Sisi. Cela dit, pour Sisi, ce qui vient de se passer en Égypte, à la fois dans le Sinaï et l'assassinat du procureur général, c'est un échec. C'est un échec. Sisi, c'est l'homme fort qui était censé établir la sécurité en Égypte. C'est un échec, mais en même temps, il a aujourd'hui l'occasion de durcir un peu plus les lois, qui sont déjà très dures, de durcir un peu plus, de faire des procès plus expéditifs, etc. Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que ce n'est pas aussi une erreur, c'est-à-dire d'aller encore plus loin dans le durcissement, en faisant encore des lois antiterroristes encore plus dures? Est-ce qu'on ne sombre pas là dans la dictature militaire? Oui, mais là, il a plusieurs fronts. Il n'y a pas Vous que dites qu'il n'a pas le choix. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas le choix. Je dis simplement qu'il est confronté à plein de choses très compliquées. Et ne parlons même pas de l'économie, parce que c'est un énorme sujet. Mais sur le simple plan de la sécurité, vous avez le Sinaï. Vous avez tous ces attentats qui commencent à se multiplier dans la vallée du Nil, qui prennent de l'importance. Mais vous avez aussi la Libye.
la frontière libyenne. Vous avez le sud, le Soudan, d'où proviennent aussi des armes. C'est très compliqué à gérer l'Égypte. C'est un pays de 90 millions d'habitants, un pays qui a du mal à nourrir ses habitants, à avoir suffisamment d'hydrocarbures, et il faut gérer tout ça, et il le fait en militaire. Sisi est un militaire. Ce n'est pas un grand démocrate, c'est un militaire. Claude Moniquet, ce n'est pas un grand démocrate, c'est un militaire. Cette question d'un de nos internautes, est-ce que le général Al-Sisi est justement l'homme de la situation ? Je pense qu'il est très difficile en Égypte de faire de la politique, surtout dans les conditions sécuritaires actuelles, sans l'armée. L'armée est au pouvoir en Égypte, à part le très bref intermède des frères musulmans. L'armée est au pouvoir en Égypte depuis l'époque de Nasser. Nasser était un militaire, Sadat était un militaire, Moubarak bien sûr l'était, maintenant Sisi. L'armée est un pivot du pouvoir en Égypte, est un des points forts du pouvoir en Égypte, et est sans doute aujourd'hui la seule force qui puisse donner une certaine cohésion à l'État et qui puisse incarner et mener ce qu'il faut bien appeler la répression, mais aussi la résistance au terrorisme. Et effectivement, on a en Égypte non seulement les problèmes du Sinaï avec Velayat Sinaï, mais il y a au moins 4 organisations terroristes, toutes islamistes et toutes plus ou moins sinon liées, du moins proches de la pratique en tout cas, et parfois de la théorie et des thèses de l'État islamique, un peu partout en Égypte. Donc on a vraiment une situation qui est une situation d'urgence nationale, et d'autant plus d'urgence nationale qu'effectivement, on ne va pas parler de l'économie ce soir, c'est un trop large débat effectivement, mais l'économie égyptienne est dans un état catastrophique. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, il y a une crise sociale qui fait que des jeunes gens sans avenir, sans diplôme, sans possibilité, sans formation, sans possibilité de trouver un travail ou même d'avoir une vie indépendante, de se marier, peuvent être tentés de se radicaliser. Face à cette situation, je vois assez mal une possibilité quelconque pour un pouvoir civil qui serait réellement un pouvoir civil et pas simplement des militaires qui auraient retiré leur uniforme. Je vais vous faire rebondir sur l'idée, justement, peut-être c'est pas le moment pour un pouvoir civil, mais avant ça, quand même, sur l'économie du pays, l'économie qui va mal, qui paye cher, là aussi, avec le tourisme, parce que vous parliez tout à l'heure de ces attentats de plus en plus nombreux. Il y a de moins en moins de touristes qui vont aujourd'hui en Égypte, et cette économie va mal. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire la même chose que Claude Moniquet? Oui, Une économie qui va mal, ça veut dire une crise sociale, ça veut dire des jeunes qui sont en état de désespérance et donc qui peuvent aller vers les islamistes. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités, ça, ce sont des évidences. Cela dit, on ne peut pas dire que la situation de l'économie égyptienne soit aujourd'hui catastrophique. Il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations, notamment dans les investissements étrangers. Vous avez raison de dire que le tourisme a été très affecté, il l'est toujours. Cela dit, les investissements étrangers, il y a des investissements massifs aujourd'hui en Égypte, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a, et là c'est très embêtant pour Sisi d'une certaine façon, parce qu'il s'apprêtait à célébrer en grande pompe au mois d'août, et il va le faire, le doublement d'une partie du canal de Suez, qui est un succès du régime. Succès parce que les Égyptiens massivement ont investi dans le canal de Suez. Le canal de Suez, ça reste, contrairement à la Tunisie, pour laquelle le tourisme est absolument essentiel. L'Égypte a d'autres sources de revenus, notamment le canal de Suez. Les revenus du canal de Suez n'ont pas diminué. Ça reste une ressource extrêmement importante pour l'Égypte. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir économique de l'Égypte? Je pense que l'Égypte peut s'en sortir économiquement, mais les aspects négatifs, on l'a dit, ce sont le chômage, les inégalités. Il y a énormément de pauvreté dans ce pays, avec une démographie qui est repartie à la hausse. 90 millions d'Égyptiens, c'est beaucoup. Il y avait 10 millions d'Égyptiens en 1900, on est à 90 millions. Tout ça est très compliqué, c'est une situation difficile à gérer, tout est lié, l'économie, la sécurité. Il faut de la sécurité pour que l'économie soit relancée, c'est très compliqué. Et alors, on n'est pas, encore une fois, l'Égypte n'a pas de parlement depuis 3 ans. N'a pas de parlement. La date des élections législatives n'est toujours pas fixée. On est dans une situation à la fois d'urgence et une situation anormale et, je l'espère, provisoire.
Claude Moniquet, cet internaute qui nous dit l'Égypte est une grande puissance militaire en Afrique. Bien entendu qu'ils pourront vaincre l'État islamique. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que cet internaute? On rappelle que l'Égypte a acheté des Rafales, a été d'ailleurs le premier pays à acheter des Rafales à la France, donc qui est plutôt bien doté militairement, suffisamment pour vaincre l'organisation de l'État islamique. Alors, je ne pense pas que les Rafales, Rafale est un excellent avion et je me félicite que l'Égypte en ait acheté, mais je ne pense pas que le Rafale soit une arme très, très utile contre une guérilla ou contre un groupe terroriste. Le problème d'une insurrection, parce qu'en fait l'Égypte fait face à une sorte d'insurrection, une insurrection islamiste, le problème de l'insurrection, c'est que la réponse, la guerre contre-insurrectionnelle, ne peut être décrétée gagnée que quand on a totalement éradiqué l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne se manifeste plus, qu'il n'y a plus d'attentats et qu'on a gagné la population à sa cause. Je pense que la majorité des Égyptiens veulent très clairement la paix, la sécurité et de meilleures conditions de vie, bien entendu. Donc, il n'y a pas de ralliement massif de la population. Mais je pense que l'État islamique et les autres organisations qui pratiquent le terrorisme en Égypte seront à peu près impossibles à éradiquer. On voit bien que depuis maintenant 30 ans, on a des attentats en Égypte. Dans les années 70, on a eu des attentats, 70-80, on a eu des attentats dans la région de Luxor, entre autres, on a eu des attentats au Caire. Ça n'a jamais arrêté. Ça a parfois diminué, ça a parfois baissé, mais on voit bien qu'il y a un terreau idéologique et social qui permet le recrutement permanent de nouveaux terroristes. N'oublions pas que les gens qui ont entouré Ben Laden pendant très longtemps, comme Al-Zawahiri, étaient des Égyptiens. Donc l'Égypte est un pays qui est un pays extrêmement important. D'abord, c'est le plus grand pays arabe, bien entendu. Mais au-delà de ça, c'est un pays qui a joué un rôle historique extrêmement important dans le monde arabe. C'est aussi, malheureusement, un pays dont une partie disons avec quelques guillemets, de l'élite islamiste a joué un rôle extrêmement important sur la scène salafiste et sur la scène islamiste armée. Et je pense que ça va continuer. Je ne pense pas que le gouvernement puisse vaincre le terrorisme. Pas plus d'ailleurs que nous n'allons vaincre l'État islamique en Syrie et en Irak avec les méthodes que nous appliquons aujourd'hui. Pas plus que nous n'allons éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Robert Solé, tout à l'heure, Claude Moniquet disait, au vu de la situation aujourd'hui, il n'y a pas de place pour un pouvoir civil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas de place pour un pouvoir civil en Égypte? Non, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un pouvoir civil en Égypte. L'Égypte est un pays normal qui, normalement, devrait être dirigé par un gouvernement civil. On est dans une situation exceptionnelle, encore une fois, qui, on l'espère, ne va pas durer éternellement. Il n'y a aucune raison que l'Égypte soit un pays à part. L'Égypte mérite tout ce que réclamaient en janvier 2011 des révolutionnaires, c'est-à-dire... On en est loin, là. Là, c'est un retour à la case départ. On en est loin retourné au système Moubarak. Plein de raisons. On en est loin pour plein de raisons et c'est très décevant parce qu'aucune des revendications de janvier 2011 n'a été réalisée pour le moment. Aucune. On en est à vouloir sauver l'État, à éviter un effondrement de l'État et... Je dirais, heureusement, si on compare à d'autres pays, l'Égypte n'est ni dans la condition, ni dans la situation de la Syrie, ni de la Libye, ni du Yémen, ni de l'Irak, heureusement. Merci beaucoup, merci Robert Solé d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été une fois encore avec nous en direct de Bruxelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec moi Robert Solé, on accueille tout de suite Karim Yayaoui. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Karim, et on commence avec l'Égypte en guerre contre l'organisation de l'État islamique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Égypte dans les médias français aujourd'hui avec une réelle inquiétude. On parle clairement de guerre. Le Sinaï, Daesh est-il en train d'ouvrir un front en Égypte? C'est la question qu'on pose du côté de 20 minutes, qui rappelle que la présence des islamistes en Égypte ne date pas d'hier. C'est eux qui ont assassiné Sadat en 1981 et certains soulignent que cette région du Sinaï est un terreau favorable pour un certain nombre de raisons. Le site de RFI explique que des combats comme ça, on n'en a pas vu depuis la guerre de 1973 pour souligner à quel point il y a une violence importante. Et puis Le Monde qui n'hésite pas à lâcher le mot de guerre. C'est la guerre entre l'Égypte et l'État islamique. Le site de l'Express, lui, s'intéresse justement à cette région du Sinaï,
avec cet article « Le Sinaï à la dérive », avec un certain nombre d'éléments qui soulignent que c'est une zone de non-droit depuis de très nombreuses années, qu'il y a une faible présence de l'armée parce qu'il y a eu un accord en 1979 avec Israël, un accord de démilitarisation. Et puis il y a aussi des habitants qui sont parfois mal perçus par l'armée, qui sont perçus comme des contrebandiers, comme des informateurs ou encore comme des terroristes. Et cet article souligne que le gouvernement actuel continue une politique répressive depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme Moubarak l'avait fait avant lui. Et finalement, si c'était un problème de sécurité limitée, aujourd'hui, ça s'est transformé en une insurrection très difficile à combattre. Alors, il y a un certain nombre d'articles qui soulignent qu'il y a peu d'images. On a vu des images, mais c'était souvent les mêmes qui étaient diffusées par les chaînes d'information. Très peu d'images et puis des journalistes qui ont beaucoup de mal à travailler. C'est ce qu'explique le site du Guardian qui souligne qu'un certain nombre de journalistes égyptiens sont tout simplement devenus les porte-parole du pouvoir militaire. Même ceux qui étaient relativement critiques à l'égard d'Al-Sisi le sont beaucoup moins. On a par exemple interviewé dans cet article un journaliste d'Al-Masri El-Youm qui explique que finalement on n'a pas le droit de poser certaines questions. On n'a pas le droit par exemple de poser la question de la préparation et de la capacité de l'armée égyptienne à combattre cette organisation islamique du côté du Sinaï. Et puis comme démonstration ou preuve de cette finalement que les journalistes sont dans une situation très difficile en Égypte, eh bien, il n'y en a jamais eu autant en prison. C'est ce que souligne un rapport d'une organisation non gouvernementale. Et puis, il y a aussi ce témoignage qu'on a vu ces derniers temps apparaître sur la toile, celui d'un journaliste espagnol d'El País qui dit qu'il a dû fuir l'Égypte alors qu'il était en train de travailler sur un livre sur les frères musulmans. Et puis, plus largement, on a le sentiment que c'est la liberté d'expression qui est bafouée. Le cas d'un jeune homme est largement relayé aujourd'hui par les médias. C'est un adolescent qui est en prison depuis 500 jours. Pourquoi ? Parce qu'il a porté un t-shirt contre la torture. Il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées pour demander sa libération, notamment Amnesty International qui a mis en ligne cette petite pétition pour demander sa libération. En France, une émission culte menacée de disparaître et c'est Internet qui se mobilise. Il s'agit des Guignols de l'info. Alors c'est vrai que cette émission est devenue culte. Elle existe depuis près de 30 ans du côté de Canal+. Une émission où on a vu défiler les marionnettes d'un certain nombre de personnalités, qu'elles soient politiques ou non. Et le patron du groupe, Vincent Bolloré, a annoncé que cette émission allait peut-être disparaître. Et sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de réactions pour venir en aide à cette émission, notamment Alain Juppé qui a choisi de mettre sa marionnette comme avatar sur son compte Twitter en écrivant sur son compte « J'aime me voir dans les Guignols, nous avons besoin de #lesguignols ». Alors il n'y a pas de clivage politique sur cette question. Claude Barthelone, le patron de l'Assemblée nationale, a signé la pétition pour que continuent les Guignols. Cécile Duflot, du côté d'Europe Écologie Les Verts, a été critique, notamment à l'égard de Bolloré. C'est qui le bolos qui veut arrêter les Guignols? Un actionnaire qui n'aime pas l'ironie, ce n'est pas rassurant. Et puis, il y a eu beaucoup de réactions, celle de Jean-Luc Mélenchon également, qui parle, lui, de censure de la part de Bolloré. Un sondage favorable à DSK, et voilà que certains imaginent déjà qu'il puisse revenir en politique. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles sur DSK. Les électeurs demandent la suite, explique Libération. Libération qui a publié un sondage où Dominique Strauss-Kahn figure en bonne place. Il serait juste derrière Manuel Valls comme choix pour affronter éventuellement un candidat de droite pour la prochaine élection présidentielle de 2017. Alors ça, c'est le chiffre global. Il arrive seulement en 5e position chez les sympathisants de gauche, derrière Martine Aubry, Ségolène Royal et Manuel Valls. Alors il n'en fallait pas plus pour relancer tout un tas de spéculations, d'autant plus qu'il avait publié sur son compte Twitter ce message, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une dizaine de jours. « Hello Twitter, Jack is back ». Sur Twitter, on a vu apparaître un hashtag avec « Cherche un slogan pour DSK 2017 ». Il y avait par exemple celui-ci, « Mon ennemi, c'est l'abstinence ». Il y en avait beaucoup d'autres, je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous imaginez quel genre de slogan ça peut être. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui, merci beaucoup Robert Solé. Merci aussi à Claude Moniquet qui était avec nous en direct de Bruxelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal sur France 24.